Je vous remercie donc tous d'être venus nous rejoindre sur l'heure du déjeuner pour notre webinaire Intelligence artificielle au-delà des outils. Je suis Denis Poyera, chef de projet dans le groupe ENI. J'ai le plaisir d'animer ce webinaire organisé par le groupe expert à la formation à l'informatique depuis 40 ans. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le groupe ENI, nous nous composons de 3 entités. ENI Édition, que vous connaissez déjà peut-être sûrement, puisque nos 3 experts ici présents vous proposent des ouvrages sur ce site. ENI Service Centre de Formation et ENI École, que je remercie de m'accueillir d'ailleurs aujourd'hui. Pour évoquer cette thématique, donc comme je vous l'ai déjà dit, nous sommes avec 3 experts et pas des moindres. Honneur aux dames, nous sommes avec Nastasia Sabi. Bonjour Nastasia. Bonjour, vous m'entendez bien déjà? On vous entend très bien, Nastasia. Oh, super, très bien. On a un petit écho quand je parle, par contre. Ok, je ferai attention, je couperai mon micro. Non, c'est moi qui vais couper mon micro quand vous parlerez. Ce sera plus simple. Très bien. Merci Nastasia d'être avec nous. Nous sommes également avec Virginie Mativet, qui est, alors j'ai oublié de dire, Nastasia bien sûr est ingénieure en machine learning. Je vous remets la petite bio, j'ai peut-être été un peu vite en besogne. Et je suis également avec Virginie Mativet, donc CEO d'Emelops, j'espère que je prononce bien, qui est également docteur en intelligence artificielle. Bonjour Virginie. Bonjour. Juste, je ne vois pas les slides défiler. Alors, je ne sais pas si c'est juste moi ou si c'est pour tout le monde. Moi non plus. Moi non plus. Ah. Alors, est-ce que d'autres ne voient pas les slides? Apparemment, c'est le cas de tout le monde. D'accord. On voit juste la page d'accueil, en fait, mais... Et là, vous ne voyez toujours pas? Non. Alors, je vois des invités qui nous disent slide OK, d'autres qui nous disent pas de slide. En fait, on la voit, mais elle bouge pas, je pense. Alors, je vais réessayer en partageant mon écran. Peut-être que ça sera beaucoup plus simple. Là, c'est bon. Là, c'est bon? J'ai pris la main, en fait, et j'avais bougé. Par contre, là, j'ai plus rien du tout maintenant, du coup. Mais je crois que c'est que quelqu'un avait dû prendre la main ou la main avait été perdue et Denis, vous ne l'aviez plus. C'est pour ça. Et moi, ma caméra n'est pas vue parce que je crois que je ne suis pas comme vous, je ne suis pas un présentateur. Si je vous ai désigné comme présentateur, Jean-Michel, tout comme Nastasia. Là, je vous vois pas, je vous vois différemment. Vous êtes en immense sur mon écran et moi en tout petit. Mais bon, c'est pas grave. D'accord. Bon, on va essayer de remettre le PowerPoint quand même, ça serait pas mal. Et là, ça devrait bouger parce que je vois que c'est écrit Denis en bas. Est-ce que vous voyez des slides, mes chers amis? La slide d'accueil, oui, tout à fait. Ah, donc il y a un petit lag parce que j'en suis bien plus loin. Vous me dites si ça bouge. Est-ce que vous voyez bien la slide de Virginie? Oui. Super. Eh bien, on va pouvoir passer à la présentation de Jean-Michel, que vous avez déjà du coup un peu entendu. C'est un peu scabreux aujourd'hui, hein, comme quoi on teste des nouveaux outils, il faut. Et puis quand on teste, des fois on se trompe. Donc je suis également, outre Nastasia et Virginie, avec donc Jean-Michel Rodriguez, qui est auteur, conférencier, master inventor sur l'intelligence artificielle notamment. Bonjour Jean-Michel. Rebonjour, oui, merci. J'ai un souci. Moi, je vois toujours première page et il me donne des messages hallucinants. Mais bon, ça va.
D'accord. Bon, on espère que ça se passera bien pour votre partie de présentation. Y a pas de- Ensemble, on va bien sûr parler d'intelligence artificielle, hein, plus que de webinaire et de Teams. Et ça commence par les contenus de nos auteurs, hein. Comme je vous l'ai dit en début d'introduction, nos auteurs ont chacun des ouvrages. Pour Nastasia, on a mis une vidéo parce que c'était le dernier contenu également. Aurélia, qui est donc à mes côtés, vous mettra le lien dans le chat de tout leur contenu. Vous pourrez tout retrouver sur le site des éditions Eni. Alors, un petit aperçu du sommaire de notre webinaire. On va commencer par évoquer l'IA, détailler un peu ce qui se cache derrière l'expression intelligence artificielle. Nous verrons ensuite comment une IA fonctionne, ce qui les fait fonctionner et qui les fait fonctionner. Et enfin, nous aborderons les menaces que peuvent représenter les intelligences artificielles à la fois sur le plan professionnel, économique ou encore éthique, mais aussi, on parle de menaces, mais il faut parler d'opportunités que ces technologies peuvent créer. Alors, tout au long du webinaire, bien sûr, vous n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, puisqu'on est dans les tests, vous avez peut-être dans votre fenêtre Teams un petit onglet Q&A, questions-réponses, ou dans le chat. Aurélia a 8 bras, donc il n'y aura pas de souci, elle pourra prendre vos questions. On y répondra à la fin du webinaire, selon la complexité des questions et le temps qui nous reste. Voilà. J'ai envie de débuter avec Virginie dans un premier temps pour revenir sur le terme de l'intelligence artificielle qui est un peu connoté aujourd'hui, mais qui est un vrai mot valise. Intelligence artificielle, ça veut dire beaucoup de choses. Mais quand on parle d'intelligence artificielle, on devrait peut-être dire les intelligences artificielles, et pas l'intelligence artificielle, ou leur mettre un qualificatif un peu pour savoir de quoi on parle. Et je me tourne du coup vers vous, Virginie, sur ce sujet. Alors, certains n'ont pas de slide. Hop là. L'intelligence artificielle, c'est un domaine, donc c'est un domaine très très vaste quand on parle de l'intelligence artificielle au singulier, mais après on devrait parler de modèles d'intelligence artificielle, et il y en a de tout type qui permettent de faire plein de choses différentes, et actuellement quand on parle d'intelligence artificielle, la plupart du temps on parle de machine learning, et du coup on va commencer par un petit jeu où vous allez être un système de machine learning, et je vais vous entraîner pour que vous compreniez un petit peu comment ça fonctionne l'entraînement. Et donc, je vais vous montrer des images et vous allez devoir me dire dans le chat si c'est Badabi ou pas. Bien évidemment, vous ne savez pas ce qu'est Badabi et ça va être à vous de l'apprendre au fur et à mesure. Alors, normalement, j'ai pris le contrôle du slide. Donc, voilà une première image. À votre avis, est-ce que ça, c'est Badabi ou ça ne l'est pas? Donc, je vous laisse me mettre dans le chat Badabi, pas Badabi. Alors, on me met non pour le moment. Eh bien, si c'est Badabi, donc le premier exemple, c'est Badabi. Alors, toutes les images, je vous préviens tout de suite, elles ont été créées par une IA générative. Donc, ne cherchez pas le fait que ça soit des vraies ou des fausses images, ça ne changera rien. Il y a des erreurs dans toutes les images, ce n'est pas ça qui est important. Donc, la deuxième image, est-ce que c'est Badabi ou est-ce que ça ne l'est pas? Alors, oui, non, oui, vous êtes plutôt partagé, ce n'est pas Badabi. Voilà, donc la première, elle est Badabi, la deuxième, elle ne l'est pas. Du coup, celle-là, est-ce que c'est Badabi? Non, oui, non, non. Ah, il y a plus de non que de oui, et effectivement, ce n'est pas Badabi. Moi, je ne vais pas Bon, tricher, mais j'aurais pu me tromper. petit à petit, vous allez construire votre représentation de ce qu'est Badabi. Donc la suivante, Badabi, pas Badabi. Alors pour ceux qui ne voient pas les images, il faut que vous cliquiez sur moi, par exemple, sur ma vidéo. Vous allez me voir en grand et après vous recliquez sur le PowerPoint en haut. Ça a débloqué à pas mal de personnes l'affichage des slides. Donc oui, c'est Badabi, tout à fait. Bravo au chat à tous ceux qui ont participé et qui ont mis oui. Est-ce que celle-là, c'est Badabi? Alors là, on me met plutôt des noms, et effectivement, ce n'est pas Badabi. La suivante, celle-là, le panier de fruits, est-ce qu'il est Badabi? Vous me dites non, il n'est pas Badabi. Celui-là, est-ce que c'est Badabi? Là, vous êtes plutôt d'accord pour dire oui, bravo, c'est Badabi. Ceci, est-ce que c'est Badabi? Oui ou non? Vous me dites à peu près tous oui, donc bravo encore. Vous êtes très très forts. Vous êtes des bons systèmes de machine learning, des bons modèles. Du coup, cette personne-là, est-ce qu'elle est Badabi ou pas?
Vous me dites alors oui ou non, c'est partagé. En fait, non, ce n'est pas Badabi. Et du coup, dernière image, est-ce que ceci est Badabi ou est-ce que ça ne l'est pas? Vous me dites majoritairement non, et malheureusement, si, c'était Badabi. Donc, je vous laisse essayer de deviner maintenant dans le chat. Ça veut dire quoi, Badabi? En fait, qu'est-ce que c'est Badabi qui correspond à certaines images et d'autres? Bravo, il y en a qui ont raison. C'est le fait qu'il y ait du bleu dans l'image. Et en fait, c'est est-ce que l'image est bleue ou pas? Et donc, vous l'avez appris sans savoir ce que voulait dire Badabi, et un système d'intelligence artificielle apprendra de la même façon, en tout cas en machine learning, en fonction de ce qu'on va lui montrer, et va chercher en statistique qu'est-ce qui est commun à ce qui est Badabi, qu'est-ce qui est commun à ce qui n'est pas Badabi. Et c'est exactement ce que vous avez fait. Et souvent, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de plusieurs réalités différentes. Vous voyez le côté science-fiction, IA forte, singularité, et ainsi de suite. Et la deuxième, c'est le côté, ce qu'on appelle nous l'IA faible, qui est de l'IA qui va simuler l'intelligence, mais qu'il n'y a pas d'intelligence réellement dedans. Et c'est malheureusement la seule chose, ou heureusement, je ne sais pas, qu'on sait faire, puisque on ne sait pas faire des systèmes qui sont réellement intelligents. On va juste simuler l'intelligence. Donc voilà. Alors, ce n'est pas le seul algo d'apprentissage, effectivement. Là, on parle de machine learning uniquement pour le Badabi ou pas Badabi. Et de l'IA, vous en trouvez absolument partout, en fait. Vous en avez sur les applications mobiles, sur Netflix pour vous recommander des films, sur Amazon pour vous dire quoi acheter, sur Waze pour trouver le trajet le plus court d'un point A à un point B, sur Snapchat ou Instagram pour appliquer des filtres, mais aussi pour choisir quoi vous afficher dans votre flux, dans quel ordre. Donc, il y a vraiment plein de choses, et vous utilisez de l'IA absolument tous les jours sur vos applis de téléphone sans même vous en rendre compte. Et on l'utilise aussi en entreprise, que ça soit dans les industries, ça permet de faire de la maintenance prédictive, donc de savoir quand les machines vont tomber en panne. Ça permet de détecter des défauts, ça permet d'optimiser des processus. On l'utilise par exemple dans le sport, ça peut permettre de détecter des sportifs, d'améliorer le matériel, d'améliorer les entraînements. On le fait dans la santé, il y a des algorithmes qui tournent actuellement et des modèles pour développer de nouveaux médicaments, pour trouver des diagnostics, pour déterminer si vous êtes malade ou pas, et savoir quoi vous donner pour que vous soyez en meilleure forme. Et on l'utilise aussi en entreprise au sens très général, dans les finances, dans la comptabilité, dans les RH. Par exemple, en RH, ça permet de déterminer qui il faut embaucher ou pas en fonction d'un CV et de contraintes dans un métier. Donc, il y a vraiment plein de choses qui sont possibles, et ça couvre plein de domaines différents. Donc, c'est très vaste. Voilà. Donc après cette petite intro, je vais laisser la parole et rendre la main. Merci, merci Virginie. Effectivement, ça illustre bien ce que l'intelligence artificielle recouvre de nombreuses formes bien différentes. Alors, qui dit différence dit ici aussi des points communs entre les différentes intelligences artificielles. Et on a aperçu Jean-Michel. Votre caméra fonctionne maintenant, c'est super. Du coup, j'en perds mon latin. Et donc, du coup, on va laisser la parole à Nastasia. Super. Je vais prendre le contrôle. Tac. C'est parti. Alors, merci du coup Virginie pour tout ça. Ça va me faciliter pas mal le travail. L'intelligence artificielle, grosso modo, effectivement, c'est un concept qui est difficile à définir, et c'est aussi un concept qui est difficile à définir parce que c'est un terme qui est assez mouvant et ancien. En réalité, ça fait longtemps et bien avant maintenant qu'on se pose la question de comment est-ce qu'on peut arriver à une forme d'intelligence par des machines. Avant même que le terme existe réellement, on se questionnait beaucoup dessus. Et en fait, il y a des choses qu'on a considérées comme de l'intelligence artificielle qu'aujourd'hui on a tendance à plus considérer comme telles, etc. Donc c'est un terme assez mouvant. Et en un résumé, on peut peut-être dire que c'est le fait de faire reproduire à une machine un comportement dit intelligent. Mais déjà, rien qu'en disant ça devient déjà complexe parce qu'on l'a vu déjà, intelligence, il y a rien d'intelligent dedans. Et puis, c'est quoi l'intelligence en réalité? Donc ça va très loin. Mais on va se contenter de ça pour l'instant, pour se demander un peu comment c'est fait. Et pareil, ça c'est vrai qu'aujourd'hui c'est fait avec ce qu'on appelle du machine learning, qu'on appelle aussi apprentissage automatique en français.
Bon, on dit aussi beaucoup machine learning, mais bref, mais ça n'a pas toujours été le cas. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est le cas quand on parle de ChatGPT ou de toutes ces applications. En vrai, derrière, il y a des maths et de l'informatique. Mais encore une fois, c'est ce qui est aujourd'hui. Et c'était super le truc de Badawi pour le coup, je trouve ça génial. Et grosso modo, en fait, ça va marcher comme ça. On a des données, la machine apprend. Déjà, rien que de dire que la machine apprend, déjà, ça l'anthropomorphise. Mais bon, peu importe. La machine, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va, avec un algo qui a été développé par certaines personnes, elle va réussir à en tirer une fonction, comme une équation qui va décrire les données qu'elle voit et elle va pouvoir réutiliser cette fonction sur d'autres données. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir deviner, comprendre à partir d'exemples, donc de données, ce qui est pour pouvoir le refaire plus tard. Exemple de l'autocomplétion, si à chaque fois qu'on voit «salut» et à la fin c'est un T, bon, on le passe, plein de fois, à l'algorithme et au bout d'un moment, il va dire: «OK, dans ma fonction, j'inscris», alors je vulgarise, mais c'est quand même pas mal l'idée. Après salut, je sais que j'ai un T et du coup, la prochaine fois que quelqu'un écrit salut, j'ai un T qui apparaît. Voilà comment ça marche dans les grandes lignes, hein. Il y a plein effectivement d'intelligence artificielle et il y a plein du coup d'apprentissage automatique. Je vais essayer de pas vous saouler avec ça, mais grosso modo, j'en donnais quelques-uns. Par exemple, on pense souvent que, le machine learning, l'IA, c'est en fonction du comportement. C'est-à-dire qu'une personne, joue par exemple aux échecs, plus elle joue, plus la machine apprend et plus elle devient performante. Ça, c'est typiquement ce qu'on appelle de l'apprentissage par renforcement. C'est celui auquel on pense le plus souvent quand on parle, d'IA. En tout cas, moi, c'est celui auquel les gens me renvoient souvent, le plus souvent. Et c'est vrai qu'il marche bien dans les jeux. C'est vrai qu'il permet aussi, de finir des algorithmes de machine learning, mais assez souvent, on va utiliser ce qu'on appelle de l'apprentissage supervisé. Donc en fait, c'est celui qu'on a vu avec vraiment, j'ai un lot de données, j'apprends en mode une fois et ensuite je ressors ma fonction et je peux la réutiliser sur d'autres données. À ça va se compléter parce que souvent il y a plusieurs manières de faire. Voilà, je voudrais pas vous laisser croire qu'il y a qu'un grand gagnant, mais c'est vrai qu'il y a un grand gagnant quand même. Mais après, il va y avoir tout un tas d'autres choses qui vont graviter autour, comme cet apprentissage par renforcement. Et souvent, on multiplie les manières d'apprendre pour avoir la meilleure sortie possible. Vous avez peut-être entendu parler d'apprentissage profond et de réseau de neurones. Eh ben, je vais le résumer encore une fois, excusez-moi pour le résumer, mais malgré tout, c'est pas si faux de dire que c'est une fonction plus complexe que, celle qu'on peut utiliser, d'habitude. Un réseau de neurones, c'est vrai qu'il y a encore une fois la métaphore, du neurone, humain, mais quand on le voit d'un point de vue plus mathématique, il va s'agir d'essayer de deviner, quels sont les paramètres d'une grosse équation. On a vu quoi, on a vu comment et maintenant on va voir, qui parce que justement on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais en réalité, cette intelligence artificielle, elle est quand même beaucoup faite par des humains. Elle est faite par des développeurs principalement, donc il y a des développeurs qui sont vraiment spécialisés dans le fait de mettre en place, tout ce machine learning, hein. Donc ça va être toute la panoplie, peu importe les noms, mais data scientist, ingénieurs et cetera. Et puis en fait, ce dont on se rend pas compte, c'est que par exemple ChatGPT, il est basé sur un modèle qui existe depuis longtemps. Longtemps, j'exagère, mais dans le monde de l'informatique, c'est déjà long, et on est plusieurs dans le domaine de machine learning à l'avoir testé avant qu'il arrive au public. Et ce qui fait aussi la force de ChatGPT, c'est tout l'habillage autour. C'est le fait qu'il soit sur un site web et que ce site web, il réponde à plein de personnes et qu'il est facile d'usage. Donc en fait, il y a pas que, des maths compliquées, enfin des choses, vraiment, très, le modèle et cetera, comment apprendre, mais il y a aussi, tout l'habillage autour qui permet de faire qu'une application de machine learning va avoir du succès ou pas.
Et puis, on retrouve bien sûr les designers, les chefs de projet qui existent dans des projets d'informatique comme dans tout projet. Et puis, on a les annotateurs et les annotatrices. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est les personnes qui annotent les données. Parce qu'en fait, les données, il y a un moment donné, sans jeu de mots, forcément, il faut bien dire à un moment donné, cette donnée, c'est Badabi. Cette donnée, peu importe, là, il y a un chat, là, il y a un chien. Et il faut bien qu'à un moment donné, il y ait cette possibilité pour la machine qui va essayer de deviner quelque chose, d'être confrontée à la réalité. Et cette réalité, il faut que quelqu'un la pose. Et ça, pour l'instant, qui c'est qui la pose majoritairement? C'est des annotateurs et des annotatrices. Alors, il y a plein de termes pour définir ces personnes-là. Je pense qu'annotateur, c'est peut-être le plus... Voilà, vous pourrez peut-être, Virginie, Jean-Michel, me contredire, mais je pense que c'est celui qui est le plus carré. Et grosso modo, c'est des personnes qui vont annoter beaucoup de données. Donc souvent, on les voit pas beaucoup parce que c'est vrai qu'elles sont majoritairement pas chez nous en France, même s'il y en a aussi beaucoup en France, c'est sous-traité. On sait par exemple que ChatGPT a sous-traité une partie de la notation. Parfois, et même très souvent, elles ne sont pas embauchées directement par la personne, par l'entreprise qui met en place l'IA, mais à la source, il y a quasiment toujours quelqu'un qui a dit ça c'est un chien, ça c'est un chat ou pas. Quasiment toujours. Voilà. Donc je vais finir sur ces annotateurs en disant que en réalité, voilà, ces personnes-là sont pas mal à l'étranger, mais en réalité, c'est aussi nous tous parce que c'est ce qu'on annote sur le web, c'est les informations qu'on donne et c'est une grosse partie du succès quand même des IA puisque aujourd'hui les IA sont basées sur les données et que les données, il faut leur donner du sens. Merci Nastasia pour ces explications. Je résumerai, c'est vrai que l'intelligence artificielle peut donc être entraînée de différentes manières. Vous l'avez bien dit, hein, les données et les algorithmes en premier, puis quand même le rôle de l'humain dans tout ça. Et si je comprends bien ce que vous nous avez dit, c'est en partie la qualité de ces données et de ces algorithmes hein, qui fait la qualité d'une IA. Et du coup, je me tourne un peu vers Jean-Michel parce que une fois qu'on a posé un peu, enfin, j'espère que notre audience aura compris ce qui se cache un peu plus derrière, mais une fois qu'on a dit ça, il y a aussi ce que l'IA, quelle que soit la définition qu'on vient de lui donner, ses résultats, ses conséquences, les performances qu'elles ont, on le voit régulièrement dans les médias, les réseaux sociaux, une utilisation détournée. Alors, j'ai utilisé, quand j'ai préparé ce webinaire, le terme non conscient. Peut entraîner bien des erreurs et c'est un peu ce manque de compréhension, j'ai l'impression, qui fait que il y a des peurs, des fantasmes aussi, hein, les deux opposés qui émanent de ce terme intelligence artificielle. Jean-Michel, que pouvez-vous nous dire justement sur un peu je dirais un peu ces conséquences de l'utilisation d'une intelligence artificielle Très bien. avec tout. Donc, première chose, je n'arrive pas à afficher, donc si vous voulez bien prendre la main, allez-y, vous afficherez la présentation pour moi. Parce D'accord. que j'ai pris la main, mais je ne vois plus la présentation. Ok, pas de Alors, souci. donc, oui, on va parler de plusieurs choses. On va voir les biais déjà. Ensuite, on parlera un peu d'impact sur les métiers. Et ensuite, on terminera avec les problèmes d'éthique autour de l'intelligence artificielle. Donc, tout ça, c'est quand même énormément de matière à absorber. On va essayer d'aller assez vite et de donner une idée. Mais après, vous pouvez bien sûr regarder tous les ouvrages de Dehaeny qui vont vous permettre certainement d'aller un peu plus loin. Alors, pour ce qui est des biais… Alors, excusez-moi, je vous coupe, Jean-Michel. Est-ce que tout le monde voit le PowerPoint? Moi, je vois que la première slide, mais… Alors, j'ai des oui, j'ai des non. Donc, je vais certainement de nouveau avoir un problème. Donc, je préfère ne plus toucher à rien. Alors, j'ai beaucoup de oui. Très Donc, bien. on est bien sur la slide du biais, Jean-Michel. Vous pouvez y aller, Ouais, je vais suivre. Très bien. Donc, sur cette slide,
on voit qu'il y a plusieurs interprétations possibles pour une même information. Lorsque on parle de biais, on a essentiellement deux grandes familles de biais, les biais cognitifs et les biais algorithmiques essentiellement. Et donc, pour parler des biais cognitifs, ce sont des biais qui sont introduits par l'humain essentiellement. On a, nous humains, à peu près 250 biais qui sont classés dans un codex que vous pouvez retrouver sur le web, le codex des biais cognitifs, et qui, lorsque j'essaye d'entraîner une IA, eh bien, j'amène moi aussi des biais. Et donc, je détourne un peu l'essence et les interprétations que pourrait faire l'IA sur des informations. Donc, à une information donnée, l'IA peut avoir plusieurs interprétations. Alors, si on passe sur l'autre slide, alors moi, j'en vois pas, mais je vais essayer C'est le biais et l'intelligence artificielle. Il y en a quelques-uns qui ont l'air d'avoir des difficultés aussi à le voir. Est-ce que Virginie, ça marchait bien quand vous l'aviez? Vous pouvez juste reprendre la main. Bah là, du coup, moi, je le vois, en fait. Parce Donc, qu'il y je en peux a beaucoup reprendre qui la sont main, sur la slide 1. En fait, vous avez un bouton, pour ceux qui sont bloqués sur la slide 1, vous avez un bouton normalement synchronisé avec le présentateur. Ah, Vous me direz si ça fonctionne. qui se trouverait où? Alors, en bas de la fenêtre, moi, il est un gros bouton rouge. Et je vois qu'il y a d'autres. En bas à gauche, nous dit Laurent. Merci, Laurent. Super sympa de nous aider. Non, moi, voilà, ouais, Ça un problème marche. qui me dit que page. Bon, mais c'est pas bien grave. Je peux avancer comme ça. Ouais, ça ira. Oui, oui, sans souci. Donc là, on était. Excusez-moi, Jean-Michel, et puis excusez-nous tous sur ces petits soucis techniques. On fera bien mieux la prochaine fois. Donc pour ce biais pour l'intelligence artificielle se traduit là aussi de deux manières différentes, c'est-à-dire qu'on va trouver les biais de code qui sont des biais en fait introduits lors de la programmation par un humain ou un non-humain, puisqu'on a vu que ChatGPT, on en reparlera dans un petit moment, mais ChatGPT est capable de programmer. Donc, ça veut dire qu'on va générer des erreurs à l'intérieur du code, erreurs conscientes ou non conscientes, erreurs voulues ou non voulues, qui vont faire que même si les données sont valides, eh bien, au bout du compte, le résultat va être biaisé. Deuxième chose aussi, ce sont les biais de données. Donc là, le code est bon, mais par contre, on se retrouve avec des données bonnes et un code bon et des données invalides. Et donc, le résultat sera lui-même invalide. Alors, je cite un peu quel type de biais on peut retrouver dans les données. Donc, soit elles sont incomplètes, soit elles sont inappropriées, obsolètes, non valides. Mais il y a aussi toute la génération des données qu'on appelle les données synthétiques. Donc, chaque fois qu'on veut qu'une machine apprenne pour devenir plus intelligente, eh bien, on va lui fournir de l'information, beaucoup de données, des très gros volumes. Et parfois, les jeux de données sont pas assez importants, ils sont insuffisants. Donc, on va générer nous-mêmes des données, ces fameuses données synthétiques, qui vont compléter un jeu de données là aussi. Et ce qui fait qu'au bout du compte, on peut là aussi aboutir à des biais. Alors, les exemples, on en a énormément, hein. Vous en avez aussi, mais on parlait des chats et des chiens tout à l'heure. Donc, si l'annotateur annote un chien comme un chat et un chat comme un chien, même si l'algorithme est très bon et très performant, eh bien, quand il va voir un chien, il reconnaîtra un chat, et quand il va voir un chat, il reconnaîtra un chien. Alors, c'est vrai que ce n'est pas important pour un chat ou un chien, parce qu'on peut s'en rendre très facilement compte. Mais par contre, si on parle de gènes, de chromosomes, d'ADN ou de choses comme ça, ce sont des informations qui sont difficiles à contrôler. Et donc derrière, ça va être assez problématique pour s'apercevoir, bien que l'information ou le résultat donné par une IA est fausse. On a eu un cas aussi avec Tai, T-A-Y, l'intelligence artificielle de Microsoft qui a été mis en ligne en 2016 sur Twitter et qui est devenu raciste, misogyne, antisémite en quelques heures. Donc on voit bien là aussi que selon comment on demande à la machine d'apprendre et selon les informations qu'on lui donne, eh bien, les résultats sont loin d'être cohérents. On a eu des plateformes de recrutement aussi qui surreprésentaient les métiers techniques pour les hommes. On a aussi des biais raciaux
qui apparaissent. Beaucoup de racisme dû au fait que les jeux de données sont majoritairement donnés sur des photos de blancs et peu de photos de gens de couleur. Et au bout du compte, l'algorithme qui apprend prend ses décisions au travers de ça et a un caractère plus ou moins raciste. C'est une raison pour laquelle, par exemple, IBM a arrêté le développement des reconnaissances faciales. Et ensuite, si vous regardez un peu les traducteurs, beaucoup d'intelligence artificielle maintenant dans les traducteurs, eh bien, vous apercevrez que lorsqu'un mot dans une langue est invariable, par exemple nurse pour les Anglais, eh bien, elle est traduit de manière différente selon les contextes. Et la plupart du temps, nurse est traduit par infirmière, alors qu'il y a autant d'infirmiers que d'infirmières. Donc, on voit bien que ces biais, eh bien, dus aux informations ou dus au code, vont poser des problèmes par la suite pour les résultats donnés par nos IA. Alors, si je passe à la charte d'après, l'impact sur les métiers. Oui, l'IA a un impact sur les métiers, mais ce n'est pas juste l'IA. C'est-à-dire qu'on a toujours voulu, les entreprises, puisqu'on parle du monde professionnel, ont toujours voulu automatiser pour plein de raisons. Donc, il y a eu une première vague d'automatisation qui s'est faite pour automatiser les tâches manuelles qui étaient dangereuses ou physiquement très difficiles. C'était essentiellement des robots qui venaient supplanter, aider, collaborer avec les humains. Mais une deuxième vague est apparue pour l'automatisation des tâches répétitives et fastidieuses. Donc là, c'est encore une autre étape, c'est-à-dire qu'on ne s'intéressait pas qu'aux métiers manuels, mais aussi aux métiers non manuels, puisque l'automatisation des tâches répétitives pouvait passer au travers d'applications, de programmes qui permettaient, par exemple, à des secrétaires de faire des choses répétitives beaucoup plus efficacement et de manière moins fastidieuse. Donc, de fait, dès que l'intelligence artificielle a été disponible, ou du moins plus disponible, du fait des technologies qui sont devenues plus performantes, de l'information qu'on a eue et des données qui sont de plus en plus présentes, eh bien, on s'est mis à intégrer l'intelligence artificielle à l'intérieur de notre automatisation. Donc, l'IA aide à automatiser. Alors, la question qu'on se pose, c'est toujours la même. Est-ce qu'elle est en compétition avec l'humain ? Bien entendu, elle est en compétition avec l'humain complètement. Je dirais même au-delà. Parfois, il n'y a même pas photo, c'est-à-dire elle n'est même plus en compétition, c'est-à-dire elle est bien meilleure que l'humain. Et lorsqu'on regarde un peu ce que dit le Forum économique, ils ont sorti une étude en 2020, elle n'a pas été encore refaite, mais on voit déjà que dans les 2, 3, 4, 5 prochaines années, on va perdre 85 millions d'emplois, donc une bonne centaine de millions d'emplois vont être perdus, parce que l'IA va remplacer l'humain dans bien de métiers. Et ce qui est important de voir ici, c'est qu'il y a 10% de métiers qui vont être créés en plus. Donc, on perd 85, mais on en gagne 97. Alors, si je passe sur la charte d'après, pourquoi a-t-on un impact sur les métiers ? Eh bien, la première chose, c'est cette volonté des entreprises d'automatiser. Elle est toujours présente, toujours rentabiliser, produire plus, produire mieux, et surtout produire de manière concurrentielle. C'est ce qui nous fait dire aussi que cette fameuse escalade dont on va parler lorsqu'on va parler d'éthique, elle n'est pas près de s'arrêter. C'est-à-dire que ça va continuer parce que les entreprises utilisent les IA pour se débarrasser plus ou moins des ressources humaines qui leur coûtent trop cher, même si elles doivent les remplacer après, on va en parler, et donc ont besoin d'intelligence artificielle de plus en plus puissante et de plus en plus nombreuse. Donc ça va continuer, et donc l'impact sur les métiers, il va être fort. Et là, il ne faut pas se leurrer là-dessus, pas jouer à l'autruche. Ça va être un bouleversement au niveau professionnel. Ça l'est déjà. Alors, l'impact sur les métiers vient aussi du fait que l'impact négatif sur les métiers vient du fait qu'on a un vrai déficit de compétences. Ça c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'en fait, 87 millions ou 85 millions de métiers sont remplacés par 97 millions de nouveaux métiers, mais est-ce qu'on a les compétences pour partir sur ces métiers-là ? Et aujourd'hui, on considère que non, il n'y a pas les compétences. C'est-à-dire qu'il nous manque énormément de compétences pour partir sur ces nouveaux métiers. Alors, c'est pour ça qu'on a des effets négatifs et des effets positifs. Alors, les effets négatifs, je perds mon boulot. L'effet positif, je peux en trouver un autre. Oui, mais si je n'ai pas les compétences pour y aller, ça va être un vrai problème. Donc, comment réagir ? D'un point de vue entreprise,
les entreprises se doivent de faire des plans, donc de comprendre vraiment où on va, quels sont les métiers qu'ils peuvent remplacer, quels sont les métiers qu'ils ne peuvent pas remplacer et quels sont les métiers qui vont devoir collaborer avec les intelligences artificielles, parce qu'il y en a énormément. Hein. Et donc, du coup, les organismes de formation doivent être à l'écoute de ces entreprises pour fournir des formations professionnelles en interne ou au niveau éducation qui vont dans ce sens-là et surtout pas perdre de temps. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde par exemple les programmeurs en informatique quantique, on ne peut pas malheureusement aujourd'hui être dans le quantique si on n'a pas reçu la formation pour ça. Les besoins aujourd'hui sont des docteurs en physique quantique et des docteurs en mathématiques quantiques. Ces docteurs-là devraient aujourd'hui être dans les thèses en finale de thèse, c'est-à-dire dans les 7e, 6e années. Eh bien, on n'en a pas. Hein. Donc, quand le quantique va exploser, s'il explose, eh bien, la France n'aura pas les compétences nécessaires pour aller là-dedans. Donc, même si on a un vœu d'y aller, on n'aura pas les compétences pour le faire. Eh bien, pour l'IA, c'est à peu près pareil. On a besoin de beaucoup de compétences nouvelles. Donc, il va falloir former les gens là-dessus. Former aussi les gens à collaborer avec des IA. Et enfin, l'humain, il faut qu'on se prenne en main et qu'on on apprenne à gérer ces IA et à se former sur les nouvelles compétences dont on va avoir besoin. Alors, si je passe sur l'autre chart, qui est le dernier truc sur les impacts, on a des compétences humaines difficilement remplaçables. Donc ça, c'est vrai. Autour de l'empathie, la créativité, le jugement, l'habilité physique, les compétences sociales. Donc on voit toutes ces compétences-là ne pourront pas à terme, à court terme ou même moyen terme, être remplacées par des IA. On a par contre des métiers manuels qui sont impactés, la manutention, le tri, la cueillette des fruits et des légumes, les extracteurs miniers, tous les métiers de service manuels peu qualifiés. Tous ces métiers-là sont remplaçables et vont être remplacés. Pour les métiers non manuels, il y en a beaucoup d'impactés. Majoritairement, ils sont issus des professions intermédiaires, hein, donc c'est-à-dire des activités peu qualifiées et répétitives. Tous les secteurs sont impactés, absolument tous, la banque, l'assurance, le paralégal, le médical, la comptabilité, l'administration, la justice. Par contre, en contrepartie, on va avoir des compétences très recherchées dans les 3 à 5 prochaines années autour du social, la résolution des problèmes complexes, la programmation, les services à la personne. Et pour les nouveaux métiers, on va chercher des experts hautement qualifiés, qu'ils soient diplômés ou pas diplômés, ce n'est pas le problème, mais il va falloir qu'ils soient hautement qualifiés. Alors, si je passe sur l'autre chart, l'éthique. Pour finir avec ça, l'éthique est une préoccupation constante et on en entend parler tout le temps, on essaye d'avancer là-dessus. On a encore de nouveaux problèmes qui arrivent aujourd'hui avec ce qu'on appelle les hallucinations dans l'IA. Donc, ces hallucinations sont essentiellement des informations ou des résultats ou des déclarations manifestement fausses qui sont présentées comme des faits certains. Alors, ces hallucinations sont émises la plupart du temps par les IA qu'on appelle des IA génératives, c'est-à-dire ce sont des IA qui génèrent de l'information à partir de l'information existante. Et donc, vous avez vu certainement ChatGPT de temps en temps affirmer des choses qui ne sont pas. Hein. Il affirme des choses en citant des sources qui n'existent pas, ou il prend il crée des résultats sur des statistiques qu'il a faites, mais les statistiques ne valent pas dans tous les cas. Donc, on voit qu'on a avec ces hallucinations un vrai problème encore, c'est-à-dire que l'humain a tendance à croire ce que l'IA lui dit et justement, il ne faut pas le faire. C'est un vrai problème. Et donc, pour la dernière charte, pour l'éthique, pourquoi on est aujourd'hui préoccupé par l'éthique? Eh bien, on le voit là rapidement, parce que les États n'arrivent pas à trouver des consensus. Chacun met des garde-fous, mais les garde-fous ne sont pas globaux. Les biais dans les IA qui créent des vrais problèmes, conscients ou inconscients, donc du coup, c'est assez difficile à cadrer. La contribution à la dégradation du climat,
pour faire tourner les IA, il faut des ordinateurs. Pour faire tourner les ordinateurs, il faut des centres de données. Et les centres de données sont très consommateurs de ressources. Menace pour le droit de l'homme, on en a parlé, c'est-à-dire que la machine est en train de prendre le pas et la machine est en train de faire des choses que l'homme ne peut pas ou ne sait pas faire. Ça risque de poser un problème à terme. Impact sur les cultures et les métiers, on en a parlé. Le manque de transparence est important, c'est-à-dire qu'en fait, les outils d'IA ne disent pas exactement comment ils font les choses. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est les décisions qui ne sont pas toujours intelligibles, c'est-à-dire que des décisions sont données, des résultats sont donnés sans explication. Et énormément de moteurs d'IA ne sont pas capables de donner des explications parce que ce sont des boîtes noires. Donc, on sait que le résultat est bon, mais on ne sait pas comment il a été trouvé. Et ça pose un problème, notamment dans le milieu médical. Puisque si vous dites à quelqu'un qu'il a un cancer, il y a tout intérêt de lui expliquer pourquoi vous avez pensé qu'il avait un cancer. C'est la base. Et enfin, une des préoccupations du moment, c'est l'escalade des technologies. Personne ne veut s'arrêter. C'est toujours la même chose. Moi, la mienne est plus grosse que la vôtre. Et donc, la mienne est plus intelligente. La mienne fait beaucoup plus. Et on avance comme ça, Google, Microsoft, Tesla, IBM, Samsung. Et on crée des IA de plus en plus difficiles à gérer et de plus en plus puissantes. Voilà. Alors, vous en avez beaucoup plus dans le livre que j'ai écrit pour Eni sur l'IA et le business. On rentre vraiment dans le détail de tout ça. Et je rappelle qu'on vous donnera, ou si ce n'est pas déjà fait, le chat est assez actif, donc je n'ai pas pu tout voir, mais on vous donnera les liens, évidemment, vers les livres et les vidéos de nos 3 experts du jour, pas de souci. Merci Jean-Michel pour cet éclairage. On le voit, les questionnements personnels aussi, professionnels, sociétaux sont très nombreux. Nous, on le constate dans le groupe régulièrement dans toutes nos activités. Les craintes sont nombreuses, les fantasmes sont nombreux. Et puis, comme vous l'avez dit, il y a un peu une course, Jean-Michel, il y a un peu une course à l'échalote aussi. Il y a des nouvelles applications, des nouveaux plugins tout le temps. Là, par exemple, et puis ça fait des phénomènes de communication. Donc, en fait, ça s'engraine un peu. Vous avez peut-être vu que ChatGPT annonce fièrement qu'il n'a plus besoin du plugin WebPilot pour crawler le web parce que, comme de ce par hasard, il s'appuie sur Bing. Donc, je pense que ça illustre un peu ce que vous disiez, Jean-Michel. Et avant de passer à la conclusion et à vos questions, je voulais, on a voulu, nous 4, passer un peu dans le concret. J'espère que tout l'éclairage qu'on vous a apporté vous donnera une meilleure vision de l'IA et de toutes ces opportunités et menaces. Mais dans le concret, vous avez vu quelques exemples déjà, mais on a souhaité aussi que chaque auteur vous présente un peu un outil qu'il aime bien. On va commencer avec Nastasia qui voulait donc nous parler d'une pratique très répandue, je pense, parmi tout le monde, qui est le streaming avec tous les outils qui vont avec. Nastasia. Oui, super. Alors en fait, du coup, effectivement, je pense que vous êtes nombreux à être sur Netflix ou sur d'autres plateformes. Moi, je travaille pour Sysplay, donc du coup, je travaille dans la recommandation. Donc, c'est une forme de machine learning, en tout cas, qui donne l'illusion d'être intelligente et qui a pour but, du coup, de vous faire les meilleures recommandations possibles sur des programmes, sur des vidéos. Donc ouais, j'avais envie d'en parler et en vrai, on en voit de partout puisque on a ça sur les vidéos, sur l'audio, sur l'e-commerce. Et du coup, on va pouvoir avoir des jeux de données où on sait ce que les personnes regardent globalement. Et du coup, on va essayer de faire des rapprochements entre les personnes pour pouvoir vous recommander la meilleure des choses. Ce que j'aime bien avec cette application, c'est qu'elle est déjà, 1, très courante. 2, je ne rentrerai pas forcément dans les détails, mais c'est presque une forme d'apprentissage automatique à part, puisqu'elle répond à pas mal de règles pour elle et elle a aussi elle montre aussi un petit peu des biais, justement, quand on en parle, enfin, peut-être pas le terme, mais des problèmes différents. Par exemple, on parle beaucoup de l'enfermement, comment ne pas enfermer les personnes dans des recommandations, les faire sortir de leur bulle, etc. Voilà, donc c'est
une forme d'application qui est en réalité très courante, qui n'a pas attendu ChatGPT pour exister, et qui vient avec son lot. Et ben, à la fois, c'est agréable pour les entreprises de fournir le bon contenu, et à la fois même pour les utilisateurs d'avoir le bon contenu tout de suite, parce qu'on est envahi justement de contenu, donc de trouver la bonne info. Et en même temps, ça vient avec son lot de problèmes, qui est ben, ce qu'on recommande, ça peut vite nous enfermer dans une bulle, ça peut aussi, pareil, ben, continuer à véhiculer les mêmes préjugés, etc. Je remets mon micro, pardon. Merci Nastasia. Je vais passer la parole à Virginie. Vous avez, vous, choisi un outil pour tester et se mettre facilement au deep learning, si je puis dire. C'est ça. En fait, c'est un outil qui est fourni par Google, qui s'appelle Teachable Machine. Donc, vous avez l'URL dans la slide, c'est teachablemachine.withgoogle.com. Et en fait, ce site, ça vous permet très, très facilement de créer vos premiers modèles de machine learning et de deep learning plus précisément, en utilisant la webcam de votre ordinateur. Donc, vous allez, par exemple, pouvoir expliquer, enfin, créer un dataset, un ensemble d'images de ciseaux, de feuilles et de pierres, et vous aurez un système qui apprendra à jouer au Shifumi en quelque sorte avec vous. Vous pouvez inventer à peu près n'importe quelle utilisation, et si vous voulez l'intégrer après dans une page web, les codes nécessaires pour l'intégration dans une page web sont donnés. Donc ça vous permet vraiment de jouer avec ça, de créer votre propre Badabi à vous, en fait, en montrant à la caméra ce qui est dans la catégorie 1, dans la catégorie 2, dans la catégorie 3, ainsi de suite, et de faire après ce qui est l'image qui est sortie ici, où ça vous dit par exemple marshmallow ou pas marshmallow, avec une probabilité qui va s'afficher, qui va bouger au cours du temps en fonction de ce qui est en train de tomber, par exemple. Donc, c'est vraiment un site qui est super facile pour utiliser, pour découvrir. Et donc, je vous invite, quand vous ne connaissez pas forcément le fonctionnement de ces outils, d'aller tester le site juste pour faire quelques petits essais et pour voir un petit peu plus comment ça peut fonctionner. Vous allez voir que c'est assez facile à utiliser, puisqu'il n'y a pas de code du tout à utiliser ou à taper, en fait, hein. C'est juste des boutons que vous allez appuyer. Voilà, c'est très bien guidé. Et ne vous inquiétez pas, tout le contenu que vous mettez reste dans votre navigateur. Tout est fait en local sur votre navigateur. Donc, il n'y a pas de problème non plus de RGPD, de données personnelles ou ce genre de choses, contrairement à ChatGPT, par exemple. Magnifique transition. On va croire que c'était répété, alors que je tiens à préciser que ça ne l'était pas du tout. Je vois pas mal de questions, vous inquiétez pas, on va essayer d'en prendre le maximum après, en fonction aussi des disponibilités de nos experts. Vous inquiétez pas, continuez à en poser. Je repasse la parole avec cette belle transition à Jean-Michel, puisqu'il a déjà évoqué les IA génératifs, pardon, et on voulait parler un petit peu de ChatGPT. Alors, oui, donc pour ces IA génératives dont fait partie ChatGPT, mais pas uniquement, c'est pour ça que j'en ai mis au moins deux. J'ai mis ChatGPT et Midjourney. On a deux IA génératives, en fait. Les IA génératives qu'on appelle les unimodales et les multimodales. Donc, unimodal, c'est-à-dire que vous avez un seul type d'entrée et un seul type de sortie en principe. Donc, ça, c'est typiquement ChatGPT. En entrée, vous lui fournissez un texte au travers d'un prompt. Et en sortie, bien, il vous fournit un texte lui aussi. C'est comme ça qu'on l'utilise en principe. Donc, ChatGPT est basé sur des moteurs, et c'est vrai que ce sont des technologies qui étaient connues, comme ça a été mentionné précédemment. Donc, en fait, il y a deux grands moteurs aujourd'hui, le 3.5 qui est gratuit, et le 4 qui est en principe payant. Donc, le 3.5 étant monomodal, unimodal, et le 4 étant multimodal. Et ce chat GPT, donc si vous le connaissez déjà, moi je vous invite à y aller. Si vous ne le connaissez pas, c'est-à-dire que vous vous abonnez, c'est gratuit normalement, et vous pouvez l'utiliser pour générer des idées. Vous pouvez l'utiliser pour vous expliquer un sujet complexe, ça c'est pas mal. Rédiger un texte sur un sujet spécifique, faire un résumé, ça c'est très étonnant, faire un résumé de livre par exemple, ça il sait très bien faire, la synthèse d'un document, ce qui est à peu près la même chose, faire des emails avec des styles d'écriture, écrire un récit fictif, lui demander de vous écrire un texte dans une langue inconnue, je l'ai testé, il le fait, bon après vous n'arrivez pas à vous relire, mais ça c'est autre chose.
Ensuite, vous pouvez classer, extraire des données, identifier des bugs de code, lui faire du code aussi. Donc, vous lui dites, j'aimerais bien faire ce type d'interface en Python, et il va le faire. Donc, c'est très, très intéressant pour utiliser aussi des technologies. Je voudrais savoir comment faire pour créer ça à partir de ça. Et donc, normalement, il vous donne des informations. De nouveau, pensez-y tout le temps, ce sont des intelligences génératives. Donc, c'est-à-dire qu'elles sont susceptibles de vous faire croire qu'elles ont raison, et parfois, elles ont totalement tort. Donc, méfiez-vous des sources, méfiez-vous de ce qu'elles vous donnent, parce que parfois, ça peut être biaisé. Alors, la 4, elle est un peu différente. Donc, elle peut interpréter des textes et des images, alors que la 3.5 ne le fait pas. Elle est payante, à peu près $20 par mois. Et là, elle peut interpréter des images, comprendre leur contexte, générer des textes, et elle travaille encore plus précisément. Et le nouveau ChatGPT qui a été annoncé, je crois, hier, est capable maintenant d'aller sur le web. Donc, ChatGPT n'est plus limité à une base de données qui s'était arrêtée en 2021, mais c'est possible maintenant d'aller sur le web avec ChatGPT et donc d'aller chercher de l'information beaucoup plus pertinente. Alors ensuite, juste j'ai mentionné Midjourney, qui lui aussi est unimodal. Elle prend du texte en entrée sur un prompt et elle vous donne une image en sortie. Donc vous décrivez ce que vous voulez. Je veux le pape en doudoune, puisque ça avait fait la une à une époque, hein, et on s'était retrouvé avec le pape en doudoune et avec des photos qui sont très très réalistes. Donc c'est très utilisé aujourd'hui et ça fait très peur à ce monde-là par la mode. Haute couture ou prêt-à-porter, c'est-à-dire que vous pouvez décrire ce que vous voulez, vous n'avez même pas besoin de savoir dessiner, vous décrivez exactement comment vous voulez votre robe ou votre manteau ou votre veste ou votre pantalon, et à ce moment-là, ChatGPT vous donne une image qui correspond à ce que vous voulez. Bon, parfois c'est un peu original, mais c'est très intéressant pour tout ce qui est design, et c'est une des raisons qui fait peur quand même, hein, à ce monde du design, de la mode, de l'architecture, parce que eh bien là, ça devient très très puissant et très concurrentiel. Voilà. Et toujours, hein, Midjourney était gratuit, il ne l'est plus. C'est-à-dire, si vous allez sur Midjourney maintenant pour essayer de l'utiliser gratuitement, il vous dit que la forte demande fait que maintenant, il faut passer sur le mode payant. Donc, en base, 10 € par mois ou $10 par mois et $30 pour avoir les fonctions complètes. Mais lorsque vous pensez que pour $30 par mois, vous avez un designer, c'est quand même pas mal, quoi. Merci Jean-Michel. J'en profite pour rajouter une petite précision qui répond à une des questions qu'on avait au tout début du chat, qui nous demandait si ce webinaire avait été généré par les intelligences artificielles. Alors dans le groupe ENI, forcément, comme quand on fait de la formation à l'informatique, on s'intéresse à tous les outils. Qu'on les apprécie ou pas, c'est pas tant la question, c'est surtout de les étudier, voir comment ça fonctionne, etc. Donc on se sert de ChatGPT et Midjourney, ça nous arrive. Et en l'occurrence, pour répondre à la question, il y a quelques visuels comme celui que vous avez à l'écran qui ont été faits par Midjourney. Là où nous, on souhaite avoir une utilisation justement consciente, c'est que c'est bien des graphistes qui travaillent dessus, avec tous leurs apports techniques, moi je ne saurais pas avoir. Et pour illustrer les progrès qui restent à faire, c'est effectivement très facile d'accès, mais quelqu'un comme moi génère des images bien moins jolies que mes créas, hein, je tiens à le dire. Leur compétence n'est absolument pas passée à la trappe. Alors, avant d'en venir à vos questions, je voulais juste faire un petit point sur les grands points forts de ce webinaire qui, j'espère, vous aura plu. Bien, tout d'abord, il faut rappeler qu'il n'y a pas de magie avec l'intelligence artificielle, hein, quel que le soit le type d'intelligence artificielle, d'ailleurs, dont on parle. Pas de magie, des informaticiens, des données, des algorithmes. Je pense que j'ai à peu près bien résumé ce que vous avez expliqué. Et, sinon, il n'y a pas de souci, vous me corrigez.
Comme tout outil, il doit être utilisé à bon escient. Il faut apprendre à s'en servir, hein. C'est pas si évident que ça. Et là, je reviens sur ce que je disais, Midjourney de ChatGPT, ça demande de la technique quand même pour obtenir des résultats, je dirais, exploitables, en tout cas en milieu professionnel. C'est un outil, et moi j'aime bien la comparaison d'un marteau. Si vous essayez de planter un clou avec le manche, ça marche beaucoup, beaucoup moins bien. Eh bien, l'IA, ça fait un peu ça. C'est ce qu'on vous a expliqué entre les biais, les hallucinations. Donc, il faut rester très, très méfiant aussi. Et ce qui nous amène à notre dernier point, hein, cette citation que beaucoup auront reconnue. Alors, je ne sais plus lequel de vous trois l'a mis, mais j'ai trouvé excellente parce qu'elle a été à la fois prononcée par Churchill et par le grand philosophe Spider-Man. Deux grands pouvoirs amènent deux grandes responsabilités. C'est important, on a beaucoup à faire, on a beaucoup à apprendre aussi, hein, quelque part, je veux dire, de l'émergence de l'intelligence artificielle sur notre société. Plus Alors, précisément, c'est l'oncle de Spider-Man qui l'a tout à proposé, fait. Ben Tout à Parker. fait. Je ne voulais pas aller aussi loin, hein, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, on a pas mal de questions. Alors, je sais que certains d'entre vous sont pressés, donc je m'excuse auprès de ceux pour qui on ne pourra pas prendre les questions. Vous pouvez, je vous le remettrai dans la slide à la fin, nous envoyer un petit mail à webinaire@teni.fr avec votre question et on pourra assurer, bien sûr, voilà, des réponses à vos questions. Alors, je commence par Christian Wins, excusez-moi pour la prononciation, qui se demande quelle est la nature des emplois remplacés et se créer. On a un peu répondu. Et il poursuit sa question avec est-ce que ces emplois sont du même niveau de formation et est-ce que, quelque part, ça touche une classe sociale en particulier ou pas? Alors, qui veut prendre la parole? Je peux y répondre. Alors, pour ce qui est des métiers, la liste des métiers qui peuvent être remplaçables par secteur est une liste connue. Il y en a énormément. Est-ce qu'il faut une formation pour ça? Je ne vois pas. Est-ce qu'il faut entraîner une IA pour remplacer un métier? Bien sûr, il faut le faire. Est-ce qu'on a une liste précise? On en a une. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs choses là-dedans. Il y a le métier manuel. Et on pensait il y a une dizaine d'années que les métiers manuels seraient remplacés, même une vingtaine d'années, par les robots. Et il s'avère aujourd'hui que c'est loin d'être le cas et que ça ne se fera sûrement pas parce que ça revient beaucoup trop cher d'envoyer un robot réparer un lavabo comparé au prix d'un plombier. Donc, on s'aperçoit en fait que les métiers, pour revenir à votre question, les métiers à risque sont les métiers intellectuels avant tout. Moi, j'ai un principe et une règle que j'avais énoncée et que je tiens dans mes confs, qui est si on ne regarde pas le client ou le patient dans les yeux, eh bien, votre métier sera remplacé. Voilà. Donc, pensez à ça et tous les métiers où on ne regarde pas son client ou son patient dans les yeux, eh bien, seront remplacés. Par exemple, un chirurgien. Est-ce qu'un chirurgien regarde son patient dans les yeux? Non, puisque le patient, il dort. Eh bien, il sera remplacé. Il l'est déjà. Donc, on peut faire l'exercice avec beaucoup de choses. Qu'est-ce qui peut être remplacé aussi? Tous les métiers à peu de valeur ajoutée et qui génèrent des résultats non ambigus et déterministes. Donc, énormément dans le secrétariat, énormément dans les métiers d'accueil. On voit beaucoup d'accueil qui se fait maintenant au travers d'IA. Donc, accueil physique, un peu moins, parce que se faire accueillir par un robot, c'est moins chouette que se faire accueillir par une personne humaine, mais ça viendra. Par contre, accueil virtuel, donc là, à peu près 90% de l'accueil virtuel aujourd'hui se fait au travers d'IA. Donc, que ce soit pour des rendez-vous médicaux, que ce soit pour des plateformes de support. Donc, on voit qu'il y a énormément de choses. Et après, il ne faut pas oublier aussi tous les métiers où on va devoir collaborer. Et là, c'est encore une autre façon de faire. Si je prends un médecin, par exemple, un médecin a deux travaux. Un qui est comprendre pourquoi la personne est là et lui donner
le remède adéquat. Et ça sera remplacé sans problème. Une IA, c'est mieux faire même. Une IA, pour s'apercevoir quels sont, à partir de symptômes, savoir le remède qui va bien, une IA, c'est très faire. Par contre, ce qu'une IA ne saura pas faire, c'est l'empathie. C'est le médecin qui regarde le patient dans les yeux, qui lui dit, oula, non, il y a une grippe, c'est vrai, mais il y a autre chose. Et il y a autre chose, bien ça ne sera pas remplacé. Donc, on va avoir beaucoup de métiers qui vont devoir ou qui vont collaborer pour le bien de l'humain avec des IA. Merci Jean-Michel. Je vais prendre des questions, je précise aujourd'hui du chat, dans la petite section questions-réponses, parce qu'on en a qui nous ont mis, il faut leur répondre également. On a une question de Vincent Barnéout qui nous demande, avec la génération de code que sont capables de faire les IA génératives, est-ce que le métier de développeur logiciel est menacé à l'avenir? Alors, Virginie secoue la tête. Et Anastasia aussi. J'ai pas secoué la tête. Virginie, tu veux y aller ou... Ok, je commence, tu pourras compléter si jamais. En fait, il y a plein de choses à se dire. C'est que je pense que c'est typiquement un métier où peut-être qu'il va y avoir effectivement plus de collaboration. Mais comme il y a déjà beaucoup de collaboration avec des outils qui existent déjà, d'automatisation, d'autocomplétion. Est-ce que le métier est menacé? Je pense pas, dans le sens où en fait, ça dépend ce qu'on appelle développeur. Si être développeur, c'est juste écrire du code à la traîne, bon, ChatGPT se trompe, mais peut-être qu'il peut effectivement le faire. Sauf que concrètement, quand on regarde ChatGPT, si on n'a pas de besoin de s'assurer qu'il n'y a pas de faille de sécu dans le code, qu'il est maintenable, etc., on peut générer du code. Et je connais des gens qui le font et qui me disent, moi, ça me fait mes macros Excel, super. Par contre, pour mener un vrai projet de bout en bout, je ne pense pas. Et puis moi, quand j'entends toujours les remplacements, je pense toujours à OK, mais qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là? Le code qui est fourni par ChatGPT, il sort pas de nulle part. Il y a un développeur qui, à un moment donné, l'a écrit. Donc, de toute manière, effectivement, même si à terme, supposons qu'on arrive à remplacer les développeurs sur ces tâches-là, ce sera parce qu'il y a eu, pour le coup, des milliers de développeurs qui ont écrit du code dans des applications que d'autres applications comme ChatGPT ou Copilot auront avalé, mâché et recraché. Donc en fait, ça sort pas de nulle part. Il n'y a pas de magie. Les données, il faut bien qu'elles soient créées par quelque chose et la plupart du temps, c'est par quelqu'un. Ouais, je ne sais pas si Virginie... Globalement, l'idée est la même, de mon point de vue, c'est qu'effectivement, il y a certaines tâches des développeurs qui pourront être simplifiées, voire complètement automatisées, parce que c'est la 25e fois que vous codez un formulaire de contact, ou que vous codez un formulaire de connexion où il faut mettre son nom et son mot de passe. Bah ça, c'est tellement fait, refait, refait que déjà les développeurs partent pas de zéro, la plupart du temps, ils partent d'un ancien projet et que ChatGPT sait très bien faire ça. Mais il y a des programmes un peu plus complexes que ça que ChatGPT ne sait pas écrire. Et en fait, pour lui faire écrire, il faudrait passer tellement de temps à travailler sur le prompt que vous iriez plus vite à l'écrire directement le code plutôt qu'à de passer du temps à spécifier ce que ça doit faire. Donc, si les spécifications sont plus longues à écrire que le code, bah, en fait, ça ne sert à rien d'utiliser des outils comme ChatGPT et il y aura toujours des bouts de code de ce type-là. Et puis, bah, voilà, comme disait Anastasia, c'est entraîné sur des bouts de code qui ont été écrits. S'il y a un nouveau langage qui devient le nouveau langage à la mode et les langages changent très régulièrement, bah, le modèle, il connaît rien dans ce langage-là puisqu'il n'a pas vu de texte écrit dans ce langage-là. Donc, il ne pourra pas être tout le temps adapté à tous les langages et on aura toujours besoin de développeurs. Peut-être que leur tâche sera simplifiée, peut-être que leur boulot prendra moins de temps et qu'au final, il y aura moins de développeurs, mais il y en aura toujours besoin. Ce n'est pas un métier qui va disparaître. Merci. Ça me donne envie d'enchaîner sur une question qui a été posée par deux personnes indirectement. C'est le même sujet, Christophe et Yannick, parce que vous parlez d'écrire. Alors moi, c'est un peu mon métier de base. On nous demande comment garantir la propriété intellectuelle avec l'IA. Est-ce que des modèles ont été entraînés à préserver la propriété intellectuelle?
Alors déjà, il faut savoir qu'il y a une décision qui a été prise aux États-Unis par l'équivalent du comité des brevets là-bas et qui a été suivie en Europe aussi, qui dit que tout document, texte, image, œuvre généré par une IA n'est pas soumise au droit d'auteur. Parce que ce n'est pas un auteur, ce n'est pas un humain, et donc on ne pourra pas la protéger l'œuvre tant qu'on ne fait pas des modifications, nous, en tant qu'humains, de manière importante dessus. Donc, si vous faites une BD complète avec les textes, l'histoire et tout ça, et que les illustrations sont faites par IA, vous pouvez déposer, enfin, vous avez des droits d'auteur dessus. Si juste vous générez une image, il n'y a pas de droit d'auteur dessus. Et pour ce qui est de la base de données d'apprentissage, et c'est là le problème, c'est que tout le monde ne le respecte pas actuellement, il faudrait pouvoir demander à être enlevé des bases d'apprentissage, et ce qui veut dire qu'il faut ensuite réentraîner le modèle et que dans la prochaine version, vous ne serez plus présent, mais vous êtes toujours dans la version actuelle. Et ça, malheureusement, tous les éditeurs ne le proposent pas, ce qui pose des soucis en Europe en particulier, en fait. Je crois que Jean-Michel voulait rebondir aussi, je l'ai vu sauter sur son micro. Non, non, je peux rebondir, mais je sautais sur le truc d'erreur qui m'apparaît depuis le début de la conf. Mais bon, oui, oui, non, tout à fait. Il y a un autre problème de copyright qui est quand ChatGPT ou une autre IA générative utilise du matériel copyrighté pour justement générer quelque chose. Et c'est une des raisons pour laquelle le monde artistique est en train de se lever aujourd'hui, c'est ces histoires de plagiat. C'est-à-dire qu'en fait, je prends une œuvre, je crée une œuvre qui lui ressemble, eh bien, ils sont en train de dire, et je pense qu'ils n'ont pas forcément tort, que ça peut être du plagiat. Donc, c'est là aussi qu'il va falloir être cohérent et voir comment on va régler cette histoire-là. C'est-à-dire que quand on demande à l'IA de peindre comme Rembrandt, bon, Rembrandt, il n'y a plus de copyright, mais eh bien, il utilise les tableaux de Rembrandt pour créer son Rembrandt. Donc, ça veut dire que c'est une forme de plagiat. Et il faut que ça soit reconnu. Voilà. Ouais. Merci, on va reprendre. Alors, je sais que certains d'entre vous sont plutôt pressés. Est-ce qu'on peut reprendre deux questions? Ça vous va tous les trois? Ouais. Alors, parce que j'ai Fabien qui posait une question intéressante sur l'annotation. Il demande si c'est de la sémantisation et si cela peut introduire des biais. Alors, oui, ça peut introduire des biais. Il y en a plein, hein, forcément. En fait, je pense que c'est important de se dire qu'est-ce que font ces personnes-là, parce que j'ai vu une des questions. Donc, je précise, effectivement, ces personnes-là vont beaucoup dire bah, dans telle image, il y a ça. Donc, j'ai pris le cas des chiens et des chats, effectivement, mais dans la vraie vie, vous vous rendez bien compte qu'effectivement, c'est pas ça qu'on demande. C'est des choses souvent plus précises. Dans les cas des IA génératives, ça va beaucoup être de la modération. Donc, par exemple, on sait que les personnes qui ont modéré ChatGPT ont filtré beaucoup de contenu pédophile, par exemple, pour qu'on n'ait pas ça dans ChatGPT, typiquement. Voilà. Maintenant que j'ai dit ça, ah mince, j'ai oublié la question. C'était, est-ce que c'est de la sémantisation et est-ce que... Tout à fait. Ah oui, est-ce que ça peut entraîner des biais? Alors oui, Ouais. complètement. Et l'un de ceux que je trouve le plus intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que, enfin, pour certaines applications, les annotateurs, bah, comme c'est quand même une tâche fastidieuse. Souvent, ils ne sont pas reconnus même comme des travailleurs. Donc, qui dit pas travailleur dit pas de droit, etc. Donc, ces personnes-là vont avoir tendance elles-mêmes à aller demander, par exemple, poser une question à ChatGPT pour répondre à la question qu'on leur pose. Et en fait, le biais le plus intéressant, en tout cas à mon avis, au-delà des biais racistes qu'on peut tous avoir, c'est le fait qu'en fait, on entraîne avec l'IA. Enfin, il y a quelque chose de très rotatif qui, aujourd'hui, en tout cas, pose quelques soucis sur certaines applications. Merci. On va prendre une dernière question, je pense, de Mélisse, qui est une question un peu plus peut-être sociétale, mais que personnellement je trouve assez intéressante. C'est que l'impact du manque d'énergie annoncé à venir sur l'intelligence artificielle, vu que on l'a souligné, hein, les bases de données des IA sont de grosses consommatrices. La question, c'est finalement, est-ce que l'IA est viable à terme? Alors, oui, c'est une bonne question. Elle l'est, d'autant plus que les IA vont évoluer et vont peut-être nous aider à trouver d'autres moyens de
s'alimenter, je pense énergétiquement, c'est peut-être pas c'est peut-être pas impossible. Ensuite, les centres de données qui existent aujourd'hui, il y a quand même des moyens pour éviter qu'ils gaspillent trop d'énergie. Aujourd'hui, ils ne sont pas mis en place, mais il y en a. Et ensuite, ça dépendra aussi de l'implication de l'IA dans notre vie. C'est-à-dire, plus on implique l'IA et plus on l'intègre et plus on l'écoute, donc plus on la laisse prendre des décisions et plus ça sera difficile de la débrancher. Donc, ça sera même impossible. Donc, du coup, ben voilà, on est toujours pareil, sur une espèce d'ambiguïté, d'une dichotomie. D'un côté, on se dit, c'est vrai que ça consomme beaucoup, et de l'autre côté, on l'utilise et donc beaucoup, et donc ça consomme beaucoup. Donc, c'est un cercle un peu vicieux. Donc oui, l'IA est viable, tout à fait. Oui. Ça, je crois qu'on y est en plein. Et moi, juste pour l'anecdote, dans une des conférences que j'avais données, il y a une personne qui avait réagi en disant, mais de toute façon, nous, les IA, on les a créés, donc on les arrête quand on veut. Et j'avais trouvé ça assez naïf. Et la réponse que je lui avais faite, c'est les centrales nucléaires, c'est nous qui les avons créées. Aujourd'hui, l'humain est incapable de les arrêter. On ne sait pas arrêter une centrale nucléaire. Donc, du coup, on voit bien que dès qu'on laisse la machine prendre le pas sur notre sécurité, sur notre façon de travailler, sur notre façon d'agir, sur notre monde, eh bien, ça sera difficile de la déconnecter. Merci Jean-Michel. Alors, je vais prendre indirectement une dernière question. Ne vous inquiétez pas tous, je conclue. On en a plus pour très longtemps. Il y avait une question sur les formations. Alors, évidemment, nos trois experts vous ont expliqué qu'il y a quand même beaucoup de genres derrière les IA, des développeurs, des data scientists, tous ceux qui travaillent sur le machine learning, deep learning. Donc, il y a beaucoup de formations possibles à ces métiers. Pour ce qui est de l'intelligence artificielle à proprement parler, comme je vous le rappelais, dans notre groupe, nous avons l'entité AnyService, centre de formation, qui propose plusieurs possibilités pour développer les compétences en IA. Il y a des formations opérationnelles pour les développeurs que je vous ai affichées à l'instant, des formations pour créer un agent conversationnel, avec ChatGPT d'ailleurs, d'autres pour ajouter des fonctionnalités d'IA générative dans des applications, des formations pour le développement informatique et aussi pour intégrer les codes GPT, GitHub et Copilot qui sont aussi des outils d'IA. Donc ça, il existe chez Eni, et pas que, mais chez Eni, c'est mieux quand même, des formations pour ça. On a également des formations un peu plus opérationnelles pour les spécialistes de la communication et du marketing déjà. Et puis pour deux formations de culture générale, un peu pour les utilisateurs un petit peu plus avancés qui permettent de progresser sur les IA génératives. Les coordonnées pour vous inscrire se sont affichées, mais évidemment, vous pouvez nous contacter directement. On ne manquera pas de vous réorienter vers nos équipes. Alors, du coup, j'en profite pour conclure ce webinaire. Si vous avez d'autres questions, on vous met l'adresse email où vous pourrez envoyer vos interrogations et on les soumettra à nos trois experts. J'espère que ce webinaire vous a plu. Je tiens particulièrement à remercier Nastasia, Virginie et Jean-Michel pour leur présentation, pour la préparation de ce webinaire, pour avoir essuyé aussi les premiers soucis techniques et j'espère bien les derniers. Franchement, merci beaucoup à tous les trois. J'ai beau travailler dessus et savoir ce que vous alliez présenter, j'ai trouvé ça encore mieux en live. Moi, j'ai trouvé ça très, très bien. J'ai vu beaucoup de questions sur la disponibilité à la fois de ce live et du support. Donc, le replay est toujours proposé. On est jeudi, je pense que vous l'aurez lundi sur notre chaîne YouTube et on en fera la publicité par les réseaux sociaux. Si vous étiez inscrit à ce webinaire, vous aurez un email automatique qui vous avertira. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Encore merci et puis à très bientôt pour un prochain webinaire qui sera aux alentours du mois de novembre. Je vous tease un petit peu. Bonne fin de journée à tous, à très bientôt.